Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix Off. Je suis très content une fois de plus de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Olivier Ponce. Olivier qui est un musicien professionnel, plus particulièrement violoniste. Il nous racontera un petit peu son parcours. Petit rappel, comme à chaque fois les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que c'est hyper important pour aider la chaîne, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent découvrir Voix Off. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Lâchez votre petit commentaire bien sûr pour me faire des retours. Et puis on commence cet épisode avec Olivier. C'est parti. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Je suis vraiment ravi parce que voilà, pour connaître un petit peu votre parcours en tant que musicien, je sais tout ce que vous avez pu vivre. Donc, j'ai pu creuser un petit peu plus parce que là, du coup, pour préparer l'émission, et donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Est-ce que déjà, peut-être en quelques mots, je peux peut-être résumer votre parcours, histoire que voilà, certaines personnes puissent vous découvrir. Donc vous appelez Olivier Ponce, vous êtes violoniste français né en 1970 et vous avez travaillé aux côtés de grands maîtres violonistes russes. Vous avez participé à de nombreux festivals, enregistré pour 7 radios et télévisions européennes. Vous avez joué en tant que soliste, un répertoire de 18 concertos dans 11 pays différents. Vous avez été engagé par l'agence philharmonique de Moscou à donner des récitals dans des salles très prestigieuses. Vous allez donc peut-être revenir là-dessus. Et puis de nombreux prix internationaux et vous avez vécu 8 ans en Finlande. Donc là, on balaye très rapidement. Mais je me reconnais quand même. Ouais, d'accord. Ça doit être moi. Si jamais je me trompe sur certaines infos, n'hésitez pas à me dire que c'est erroné, mais normalement, j'ai à peu près préparé le truc. Alors, peut-être que voilà, comme vous connaissez pas trop encore le concept, très rapidement, donc dans Voix Off, j'essaye un petit peu de retracer des parcours qui me paraissent remarquables et qui peuvent être hyper intéressants, et puis de dégrossir un petit peu tout ça et d'expliquer, de rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler de musique classique, on va parler de tout votre parcours. Vous avez été en Russie, vous avez été dans plein de pays différents, donc je pense que c'est super intéressant. Mais avant de commencer, j'aime beaucoup commencer par le début pour comprendre pourquoi est-ce que voilà, on en arrive là, et parler déjà de votre cercle familial, puisque je crois que vous arrivez d'une famille de musiciens. Donc quelle était un petit peu l'ambiance de votre enfance? Est-ce que déjà c'était la musique à la maison en permanence? Comment ça se passait à la maison? Oui, bien sûr, mes deux parents étaient musiciens, ils étaient tous les deux à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. D'accord. Donc j'ai entendu de la musique depuis avant ma naissance. Et pour moi, la musique a fait partie du quotidien. D'accord. Ça faisait partie du vivre. C'est-à-dire que tous les membres de la famille, plus ou moins, jouaient d'un instrument, et mes deux parents évidemment, très vite ma sœur aussi. D'accord. Et puis de toute façon, la famille du côté de mon père, donc la branche figeacoise, mon arrière-grand-père était le prof de musique de l'entre-deux-guerres à Figeac. D'accord. Il a eu comme élève Monsieur Baduel, qui a été adjoint au maire pendant longtemps, Albert Tillet, qui avait un hôtel après. Enfin bon, là on parle de l'entre-deux-guerres. Ouais, ça remonte. Entre-deux-guerres de 14 et de 39. Parce que bon, on est toujours un peu entre deux guerres. Bien sûr. Et donc il avait un violon que j'ai toujours, que je prête maintenant à des élèves méritants. Ensuite, il a eu 2 filles, sœurs jumelles. Ma grand-mère jouait du piano. D'accord. Et puis parmi ses élèves, il y avait un jeune homme de la Roque-Thorac qui a épousé ma grand-mère. En fait, il a épousé la fille du prof de violon. D'accord. Et ils ont eu un fils, donc mon père, qui lui aussi, qui a fait sa vie dans la musique comme son grand-père. Ouais. Et puis ensuite, moi quand je suis arrivé, on m'a mis au violon à 4 ans, mais à ma demande express. Ouais, je voulais absolument jouer du violon. 4 ans du coup? À 4 ans, voilà. J'ai su lire la musique avant de savoir lire les mots. D'accord. Et ensuite, bien sûr, c'est affaire de projection. Quand on est enfant, je pense que il est vital de se faire aimer par les parents. Bien sûr. Pour moi, c'est passé par la musique, comme pour d'autres, ça passera par le sport ou autre chose. C'est plutôt à l'adolescence que j'ai commencé à vraiment envisager de faire ma vie là-dedans. D'accord. Ok. Et alors après, donc j'ai vu que vous avez poursuivi des études donc au Conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt. Vous avez obtenu un prix à 16 ans. Du coup, ça, le CNR, ça consiste en quoi? C'est quoi qu'est-ce qu'on vous apprend les matières en fait dans un conservatoire? Alors c'est un petit peu complet, c'est-à-dire que le solfège,
c'est un mal nécessaire. Hein. Le solfège, le violon, la musique de chambre, l'orchestre, le déchiffrage, l'histoire de la musique, voilà, ça c'est des études relativement généralistes, et moi j'avais un peu plus parce que de la 6e à la 3e, je suis allé dans un collège musical, c'est-à-dire qu'on avait cours au collège pour les matières générales uniquement les matins, et l'après-midi on était au conservatoire. D'accord. Donc c'était un petit peu condensé, mais exactement le même cursus que le collège normal, mais on avait en plus de l'histoire de la musique, de l'analyse, voilà. Et puis j'ai eu mon prix à 16 ans, et déjà j'avais commencé à être passionné par les virtuoses soviétiques à l'époque. Et puis j'en ai rencontré, et j'ai travaillé 5 ans à Paris avec un monsieur qui habitait dans une chambre de bonne au 6e sans ascenseur. Il était passionné par la musique, le violon. Il était d'origine syrienne. Il avait fait toutes ses études en Union soviétique. C'était un violoniste hallucinant, et il était un petit peu exclusif là-dedans. D'accord. Il ne faisait que ça, et il ne vivait que par ça, par l'amour de l'excellence. Ouais. Il m'a sans doute beaucoup transmis cette passion. Cette passion pour l'excellence, pas seulement pour le violon, mais pour dire le caractère qu'il avait. Peut-être deuxième fois où je suis monté chez lui pour prendre un cours, au moment où il entre la clé dans cette chambre qui faisait 10 mètres carrés, il me dit: vous voyez, je ne suis pas de ceux qui vont vous chercher à impressionner les gens avec un bel intérieur cossu et prospère. Vous venez ici pour avoir du violon pur, et vous voyez bien que dans une chambre comme ça, vous n'aurez que ça. Et je m'étais dit: pétard, c'est une drôle de... Enfin voilà, moi je ne rechigne pas à une maison agréable. Un peu de chauffage. Un peu de chauffage, voilà. Mais voilà, ce monsieur, Nejmi Sukkari, a beaucoup compté dans ma vie. Puis ensuite, à Moscou. Alors là, à Moscou, j'étais élève d'un monsieur qui lui-même avait été l'élève du plus grand violoniste du monde du XXe siècle, quasiment. David Oistrakh, c'était le violoniste le plus connu, peut-être avec Menuhin et Heifetz. Bon, voilà, c'était la grande tradition soviétique, bien sûr, mais c'était le pape là-bas. Comment ça se fait en préparant un petit peu l'interview, j'ai vu quand même de grosses influences effectivement soviétiques. Je ne suis pas du tout suffisamment calé pour partir sur ce genre de sujet, mais quand même, du peu que j'en ai connu et côtoyé, comment ça se fait qu'on va rechercher à l'âge que vous aviez, j'allais dire, pourquoi est-ce qu'on part en Russie? Qu'est-ce qui fait que la Russie, j'ai l'impression, en matière de musique et plus particulièrement de violon, a ses lettres de noblesse, a quelque chose de bien particulier? Alors, ça a des racines historiques. D'accord. Les Russes ont fait de la musique classique. Ce qu'on appelle musique classique, c'est la culture musicale d'une dizaine de pays pendant 400 ans, dont la Russie. D'accord. Quand il y a eu la révolution bolchevique, il y a en particulier, mais pas seulement, Trotsky, qui a beaucoup cru dans l'émancipation des masses par leur accession au savoir. D'accord. Toute forme de savoir, et donc en particulier la culture, parce qu'il considérait que la culture est quelque chose qui va élever les personnes, qui va élever les esprits, les âmes, voilà, et ça, on retrouve ça un peu partout. Bien sûr. Voilà. Ensuite, le système soviétique a cherché à être brillant internationalement pour montrer qu'il était le système le plus humain et le plus performant qui soit dans l'expression des talents. D'accord. Donc on a vu tout un tas de sportifs de hyper haut niveau, des gymnastes, voilà. Et dans la musique, ils ont développé une école très 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 efficace, qui était une espèce de kolkhoz musicale où les gens, on faisait tout pour que les artistes, les élèves n'aient d'autres préoccupations que l'excellence. D'accord. Et accéder à l'excellence, c'était généralement accéder à la célébrité. Dans le monde soviétique, accéder à la célébrité, ça ouvrait des avantages énormes. Non négligeables, ouais. Voilà, surtout que par là-dessus sont venus les purges staliniennes et tous les risques. À partir du moment où on devenait un artiste vraiment reconnu, on était connu à l'international et donc on devenait intouchable. Bien sûr. On pouvait pas balancer au goulag quelqu'un comme Oistrakh, même s'il a des fois eu très peur, parce que l'Ouest était susceptible de dire: mais cet artiste magnifique, qu'est-ce qu'il est devenu? Et il n'était pas question de dire: on l'a mis au trou parce qu'il a dit du mal de D'accord, donc ça motivait pas mal de gens à... Ça motivait des gens, et puis des gens qui pensent musique, violon,
pas tout à fait H24, mais ouais, bien sûr, ouais. qui ne consacrent leur vie qu'à ça, parce que le régime met à leur disposition un tourneur de page pour les pianistes, quelqu'un qui va porter les valises jusqu'à la gare si un violoniste va faire un concert dans une autre ville. Eh ben, à force de ne se consacrer qu'à ça, pour des gens hyper doués, parce qu'il y avait un tri de population, 200 millions de population, l'URSS à l'époque, eh ben, ils sont arrivés à une excellence très peu, qui trouvait très peu d'équivalent à l'Ouest. Sans compter qu'en plus, ça leur donnait, j'imagine, une image, même pour le régime, ça donnait une image à l'international qui était vraiment bien sûr, dans tous les concours internationaux, c'était des violonistes soviétiques qui gagnaient tout le temps. Les plus grands noms, quand j'étais gamin, les plus grands noms, il y avait 2-3 Américains et tout le reste c'était des soviétiques, quelques autres, mais voilà. Et donc, en entendant les enregistrements de ces gars-là, parfois en voyant quelques films, j'étais subjugué. Bien sûr, Et donc, ben voilà, j'avais déjà ce goût de la performance, de l'excellence, avec Nejmi Sucari, avec qui j'avais travaillé à Paris. Et donc, pour moi, c'est devenu un attrait irrésistible que d'aller à Moscou. La première fois où j'ai atterri à Moscou, j'avais sans doute un peu le sentiment d'un musulman qui atterrit à la Mecque, quoi, parce qu'il y avait eu dans cet univers les artistes les plus fabuleux. Vous aviez pas peur du coup, parce que vous étiez relativement jeune quand même d'aller à cet âge-là là-bas. Il y a une forme d'insouciance quand même. Oui. Même si c'était cadré, je suppose quand même. Ah non, j'aurais pu y rester. Hein. Ah ouais. C'était dans les années Yeltsin, c'était un bordel absolument inouï, une corruption palpable même dans la rue. J'étais chez des gens très bienveillants tout, mais voilà, c'était un espace codifié différemment et en décodification. Donc effectivement, des fois, rétrospectivement, je me dis que oui, j'étais en risque, mais si vous voyez Amanda Knox, qui était une étudiante américaine en études linguistiques en Italie, elle a fait 4 ans de prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Moi, fort heureusement, voilà. Mais un jour, j'étais dans la rue au moment du dégel. Ici, le dégel, on ne sait pas trop ce que c'est. Et je vois des ficelles au milieu du trottoir. Mais il n'y avait rien, donc ça gênait pas. Donc moi, je suis passé au-dessus de la ficelle, puis j'ai avancé. Et 1 mètre devant moi, il est tombé un bloc de glace de la taille de 2 cocottes minutes, qui tombait du 6e étage. En fait, il y avait des gars avec des baramines en train de casser l'accumulation de glace sur les toits, et tous les Russes, quand ils voient ces ficelles, ils savent très bien qu'il ne faut pas traverser, même s'il y a encore rien, ça veut dire qu'il va... Voilà. Et il y a ce truc-là qui est tombé. J'ai regardé en l'air, il y a quelqu'un qui m'a engueulé en russe, j'ai rien compris, et puis je suis parti sur le côté, voilà. Je comprends, ok. Et vous parliez russe quand même un petit peu à cette époque, enfin, ou est-ce qu'aujourd'hui même vous pratiquez ou pas du tout? Quelques mots, les mots relatifs à la musique, mais je suis nul pour les langues. Donc j'ai appris l'anglais parce que c'était vital pour voyager, mais russe, oui, quelques mots. Ok, mais, sans plus. Sans plus. Ok. Si on continue un petit peu sur votre parcours, donc après votre épopée russe, j'allais dire, vous partez pendant 8 ans en Finlande. Déjà, pour quelles raisons, si c'est pas indiscret, et puis peut-être que vous pourriez nous parler de cette période-là déjà. Alors, je suis parti habiter en Finlande parce que après ma période russe, je faisais des concours internationaux de musique, de violon, et c'est un peu comme les JO. Un peu moins médiatisé, il faut reconnaître. Hein, voilà. Et il y avait un concours international en Afrique du Sud. Comme c'est quand même loin de l'Europe, il y avait des présélections dans tous les pays. J'ai été présélectionné de France. Et à la cérémonie d'ouverture, on était 30 sélectionnés sur le monde entier. Et pour les épreuves sur place, on était mis sur des sièges avec des petites étiquettes avec nos noms. Et par ordre alphabétique de pays. D'accord. Et je me suis trouvé France-Finlande assis à côté d'une Finlandaise. D'accord. Qui n'était pas violoniste mais qui était violoncelliste. Les 30 c'était violon et violoncelle sur le monde. Et ben voilà, j'ai été assis à côté d'elle et puis il faut croire que le courant a passé parce que je le suis toujours. D'accord, ok. Et comme elle était finlandaise et que j'étais pas attaché particulièrement au fait de faire ma vie en France, et ben on a commencé en Finlande. On a vécu plus de 7 ans en Finlande. Et à la naissance de notre fils, on est venu s'installer à Figeac. D'accord, donc c'est votre compagne actuelle, Hélène, du coup? Oui, c'est ma femme. D'accord, ok. Donc c'est vrai, c'était plus pour des raisons, j'allais dire, perso et du fait de... Voilà.
Ok, et donc là-bas, ça se passe comment pendant 8 ans? Quelle culture? Parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, on croise peu de gens qui, en tout cas à Figeac, qui est côtoyé, j'allais dire, la culture finlandaise. Quelles sont vos premières impressions quand vous vivez là-bas, la différence un peu avec la culture d'ici? Ayant vécu en Russie, un peu en Pologne, un peu en Afrique du Sud, qui sont des pays très très différents socialement de la France, quand je suis arrivé en Finlande, je me suis dit, bon, c'est un pays occidental, industrialisé d'Europe de l'Ouest, il n'y a pas trop de différence avec la France. Et plus j'y ai vécu, plus j'ai vu que dans les mentalités, c'est un abysse qu'il y a entre la mentalité finlandaise et la mentalité française, si on peut dire qu'il n'y en ait qu'une. D'accord. C'est autre chose. Ouais. Vivre dans un pays dans lequel on n'a pas été éduqué, c'est des petits chocs tout le temps. On est décontenancé un peu, ouais. Il faut relativiser, et ça m'a rendu très relativiste de voir les différentes cultures des pays dans lesquels j'ai habité ou j'ai beaucoup séjourné. Et la Finlande, voilà, ils sont très patriotes, ils dressent les drapeaux à tout instant. Et moi, au début, quand j'ai vu ces drapeaux comme ça, à tort ou à raison, en France, quand on voit quelqu'un brandir le drapeau un peu souvent, on commence à se dire, oula, est-ce qu'il appartiendrait pas à un parti politique nationaliste inutile de nommer? Là-bas, pas du tout. Ah, okay. Là-bas, le fait d'être patriote, nationaliste, ça va de soi. Et aux États-Unis, un peu. C'est encore très différent. Mais le côté drapeau devant les maisons, on a cette image un peu aux États-Unis où ils sont très patriotes, tous plus ou moins, j'allais dire. Oui. Eux, ils attachent ça à des événements historiques différents, les Américains, par rapport aux Finlandais. Les Finlandais, c'est un pays très très récent. C'est un pays qui a à peine plus de 100 ans. Le pays a pris son indépendance de la Russie à l'occasion de la révolution bolchevique, donc en 1917. Je savais même pas que c'était sous la coupe russe. Ok, d'accord. Ça a laissé un fantasme d'héroïsme de petit pays prenant son émancipation d'un pays beaucoup plus puissant. D'accord. Et nous, en France, on a plutôt un fantasme d'avoir inventé la Révolution. Ouais. Le narcissisme national français, ça serait plutôt, on est les inventeurs de la Révolution, les inventeurs de la République, même si c'est complètement faux. Il y a eu d'autres révolutions avant 1789 ailleurs, et il y a eu d'autres républiques aussi ailleurs, mais dans le narcissisme national, on imagine ça. Les Finlandais, pas du tout. La Révolution, c'est pas leur truc. Et donc, en tant que Français là-bas, j'avais tendance à trouver que les gens avaient quand même tendance à plier les chines. Même quand ils considèrent quelque chose comme pas juste, ils s'y plient sans... Voilà. Branché, une soumission qui peut paraître très étonnante, et en même temps, eux, ils voient pas ça comme une soumission, ils voient ça comme une union. Et comme une union qui donne de la force. Okay. Donc voilà, il y a des chocs culturels tout le temps. Ce qui fait que la rencontre avec la belle famille devait être particulièrement compliquée au début. Enfin, ça devait être... Il faut apprendre. Ouais. J'ai appris à fermer ma gueule, par exemple, chose qu'en France, j'avais pas appris. Il y a des fois, il n'est pas toujours bon de donner son avis. Ouais. Donc, en France, on a une petite tendance à croire qu'il faut toujours le donner, mais là-bas pas. Quelle est la place de la musique en Finlande? Je sais que, j'en ai une image où vraiment ça a une place hyper importante. Alors une place plus importante qu'ici, je crois, parce que, en particulier, c'est un pays protestant, c'est un pays luthérien, et les pays protestants, d'une manière générale, ont une habitude musicale qui fait beaucoup plus partie de la vie quotidienne que les pays catholiques, en particulier en Europe. Donc la Finlande, de ce côté-là, ils échappent pas à ça. Ouais. Et dans le culte, pour un Français qui arrive là-bas, on a presque l'impression que leur messe, entre guillemets, est quasi un concert, quoi. Il y a tout le monde chante, ensuite il y a des gens qui jouent, ensuite, etc. Ouais. Il y a une profession de musiciens d'église, c'est des gens qui sont salariés de l'État. Ah oui. Il y a une église d'État, hein. Les pays laïcs sont quand même très très rares. La France en fait partie, mais il y en a 4 ou 5 dans le monde. La Finlande, les musiciens d'église sont payés par l'État. Ensuite, quand il y a des dîners de copains, régulièrement, on va faire un toast, c'est-à-dire que chacun se remplit un petit verre, mais avant, on chante. Ah ouais. Et on chante pas Viens Poupoule ou des chansons cochonnes, c'est vraiment pris au sérieux. Ouais, ils chantent bien. Ils chantent parce que l'éducation musicale fait partie, depuis la maternelle, de l'éducation, alors qu'ici,
l'éducation nationale a quand même un peu fait l'impasse sur la musique. On est plus un pays de littérature. Bon, il y a le flûte à bec qui a ridiculisé la musique classique pendant 30 ans, mais à part ça, bon, là-bas, ils chantent tous en chœur, à plusieurs voix, ça paraît normal. Puis l'église, l'école, les conservatoires sont très dotés et il y a énormément d'enfants qui pratiquent la musique. Donc oui, il y a beaucoup de musique et de musiciens, et je m'étais une fois fait la réflexion, quand j'étais arrivé en Finlande en 97, que il y avait 27 orchestres professionnels permanents. Et que pour 5,1 millions d'habitants, s'il y avait la même densité de musiciens professionnels en France, pour la ville de Paris, qui fait à peu près le double de la totalité de la population finlandaise, il y en aurait 54. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. La première fois où ma femme finlandaise est venue à Figeac, on buvait un thé place de la Halle, et elle m'a dit, mais... Elle était arrivée la veille, elle avait trouvé que la ville était merveilleuse. Elle m'a dit, mais à Figeac, c'est un orchestre symphonique ou juste un orchestre de chambre qu'il y a? Ouais, donc là, c'est pareil, choc des cultures. Je lui ai dit, le premier orchestre professionnel, il est à Montauban. Ensuite, il faut aller sur Toulouse. Et Toulouse, voilà. Donc c'est... Différence culturelle. Je comprends. Okay. Et du coup, là-bas, pendant 8 ans, j'ai cru avoir vu que vous aviez été engagé par la radio nationale. Et donc, vous faisiez quoi, du coup, là-bas? J'ai passé un concours et à partir de là, j'étais soliste accrédité par la Finlande, la radio nationale, et je leur proposais d'enregistrer telle ou telle œuvre. D'accord. Et s'ils savaient brancher, ils disaient oui, super, on prenait une date et voilà. Des fois, c'était pas dans leur urgence, donc voilà. Et il y a un disque qui est sorti qui était une rétrospective de ce que j'ai enregistré pour eux. Et il y avait des conditions géniales, donc c'était une autoroute artistique. On était vraiment là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ça marchait super, mais j'y retourne de temps en temps. Bon, maintenant j'habite ici, mais ça m'arrive encore de travailler avec la radio nationale là-bas. Il y a des super professionnels, des conditions très très bonnes. Le dernier album que j'ai sorti, il y a plusieurs pièces qui ont été enregistrées avec la radio. D'accord. Si on poursuit un petit peu, quand j'ai préparé votre portrait, j'ai vu donc, notamment sur votre fiche Wikipédia et pas mal d'articles qui parlaient de vous, à chaque fois, on évoque votre instrument. Et je trouvais ça intéressant d'en parler, puisque à chaque fois, on nous parle donc d'un Jean-Baptiste Villaume de 1827. Donc ça sonne un peu comme un millésime de vin, j'ai l'impression. J'ai trouvé ça assez drôle, parce que je pense que pour les simples mortels que nous sommes, un violon égale un violon, alors que pas du tout. J'ai la sensation qu'il y a un vrai rapport entre un musicien et son violon, et d'autant plus quand on prend du niveau. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi le rapport entre un instrument et le violoniste, et pourquoi est-ce qu'on donne des noms comme ça? Chaque violon est constitué de beaucoup de pièces en bois. D'accord. Et ces pièces proviennent d'un matériau vivant. Donc il est totalement impossible de faire deux instruments rigoureusement identiques, puisque à la base d'un matériau vivant, on ne peut pas trouver deux arbres qui soient rigoureusement identiques. Quand bien même on essaierait de rendre industriel le process de création, ça serait impossible. C'est ce que font les Chinois. Ils arrivent à faire des bons instruments pour très peu cher, mais ils sont tous un peu différents. D'accord. Donc deux identiques, c'est impossible. Même si on peut faire des copies proches, ça reste... ça sonne pas pareil. Ça sonne pas pareil. La sensation en jouant n'est pas la même. Voilà. Ensuite, c'est le geste qui fait le son pour l'instrumentiste. L'instrument est le prolongement du geste. Donc il y a une relation consubstantielle entre l'instrument et l'instrumentiste. Et cette relation, des fois, il y a des critères objectifs qui vont faire qu'on est content. Et puis, il y a quand même des critères difficilement descriptibles qui font qu'on va avoir bonheur à jouer sur un instrument plus que sur un autre. Entre autres, l'aspect visuel, même s'il s'agit d'un outil sonore. Il va de soi, comme quand on choisit une épouse, que les critères irrationnels comptent plus que les critères rationnels. Je comprends. Voilà. Et ce duo qui est à la fois deux tout le temps et un idéal, dans l'idéal, il y a ça aussi sans doute avec le couple.
c'est à la fois une relation passionnée, une relation fragile, une relation qui a des hauts et des bas, voilà. Et l'amour qu'on a pour l'instrument, il fait partie de notre vie au quotidien. Il faut quand même voir qu'on passe des heures tous les jours avec. Bien sûr, ouais. Donc choisir un instrument qui nous plaît pas ou qu'on a choisi pour des critères de raison, ensuite on n'arrivera pas à travailler. Ouais. Et si on travaille pas, on deviendra nul. Donc voilà, on a une relation à l'instrument qui est très affective. Et l'instrument que j'ai de la chance. Bon, alors il date de 1827. Il y a le même phénomène avec les instruments qu'avec la musique, c'est-à-dire que quand on joue une musique qui a été composée il y a 200 ans et qui reste immensément populaire aujourd'hui, d'une manière générale, c'est parce qu'elle est géniale. Ouais. Sinon, je ne veux pas dire que toutes les musiques qui ont été oubliées méritaient de l'être, mais celles qui sont restées au bout de 200 ans, c'est qu'elles étaient géniales. Oui. Donc, tout du moins beaucoup plus universelles que d'autres. Voilà, et il y a le même phénomène avec les instruments. Quand vous avez un instrument qui a été joué par des très bons instrumentistes pendant 2 siècles, c'est pas un hasard, et c'est généralement des instruments exceptionnels. Donc voilà, cet instrument, j'ai eu la chance qu'il croise ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir et j'ai le plaisir de le jouer plusieurs heures tous les jours. Avec beaucoup de bonheur. C'est quoi l'histoire que vous avez avec cette... comment est-ce que c'est arrivé à quelle occasion vous avez pu acquérir un tel instrument? Parce que j'imagine que c'est quand même des pièces exceptionnelles, ce genre de choses. Il y a eu un alignement de planètes. C'est une des plus grandes chances de ma vie. Cet instrument, il n'avait jamais été vendu. Il était resté dans une famille depuis 1827, 30, 35, il avait été acheté par l'ancêtre de celui qui me l'a vendu. Il y avait une relation très passionnelle. Et le monsieur, au début, voulait le faire restaurer, mais n'avait pas dans l'idée de le vendre parce que c'était un fétiche familial. Et puis, le luthier, en fait, il s'est avéré que c'était mon luthier. D'accord. Et il a dit, vous savez, j'avais 26 ans, vous savez que c'est très dommage qu'un violon aussi magnifique soit pas joué au quotidien. Et le vieux monsieur a dit, bah oui, mais c'était le violon de mon père, je l'entendais quand j'étais gosse, tous les soirs, je veux pas m'en défaire. Et puis, il a dit, bon, mais puis finalement, il s'est fait à cette idée et il a demandé à me rencontrer. On s'est rencontrés chez le luthier et on a discuté. Et puis, au bout d'un moment, il m'a pris ma main dans les 2 siennes. Il m'a regardé d'un regard bleu clair, très très chaleureux, et il m'a dit je lis dans votre regard que je peux vous vendre mon violon. Et il a fait une concession énorme sur le prix pour que ça devienne accessible pour ma famille. Et j'ai pu avoir ce violon et ça a été une chance fantastique. Je suis resté en relation. L'idée, c'était d'une vente humaine. Il est venu souvent à des concerts. Jusqu'à un jour où j'ai reçu un appel de son fils. Et je suis allé jouer à sa mémoire. D'accord. Voilà. Mais je suis encore en relation avec les descendants de cette famille. À chaque fois que je sors un nouvel enregistrement, je le leur envoie. Ils sont très contents. J'ai l'impression que les luthiers ont vraiment une place prépondérante dans le milieu artistique de façon globale, dans la musique. Parce que ce qui m'a choqué, moi, quand j'ai lu un petit peu tous les articles à votre propos, c'est que systématiquement, en fait, on cite le nom de votre violon comme si c'était vraiment une autre personne, j'allais dire, qui était bien présente, et à chaque fois, on donne le nom du luthier, l'année où ça a été fait. En fait, la place du luthier, elle a vraiment une place prépondérante, j'ai l'impression. Alors, on cite le nom de ce luthier-là parce qu'il est très connu et que c'est un luthier prestigieux. Ensuite, la relation entre le violoniste et le luthier, elle est importante parce que il faut être honnête. Bien sûr, c'est une discipline artistique, mais le travail de l'instrument a beaucoup en commun avec l'entraînement sportif. D'accord. Je peux paraître brutal en disant ça, mais les heures d'entraînement qu'on fait, les heures de gamme et tout ça, ça a quand même largement en commun avec les tours de piste d'un coureur de fond. Bien sûr. Ou d'un lanceur de javelot, ou les jeux d'adresse aussi. Ensuite, le luthier, il fabrique l'outil avec lequel on va faire ça. Mais il a la mission de respecter un patrimoine historique. Le violon, il va avoir 200 ans dans 2 ans. C'est un patrimoine historique qui est parvenu jusqu'à nous en parfait état et qu'il faut maintenir
en parfait état pour les générations futures. Ouais. Mais entre le fait de préserver ce patrimoine historique et la volonté de l'artiste d'une performance, entre autres, qui peut ressembler à quelque chose de sportif, il peut y avoir parfois des conflits, enfin, ou pas des conflits, mais des divergences de vues, parce que imaginez qu'un pilote de Formule 1, on lui dise « Ah non, la voiture, faut la maintenir absolument dans l'état ». Et le pilote, il va dire « Bah oui, mais si on faisait ci et ça, on aurait plus de couples sur tel régime, et moi, je veux plus de couples sur tel régime ». Et les gars de l'autre côté, les ingénieurs qui disent « Ah bah non, parce que le concepteur l'a voulu comme ça, donc nous, on touche pas ». Et donc, le luthier, des fois, il se retrouve, nous, on va vouloir avoir plus de réponses, toujours. On peut changer les cordes, ça fait pas partie de l'instrument. Mais si on mettait une barre un peu plus forte, on aurait un peu plus de grave, tout ça. Et là, le luthier, bon, la barre encore, voilà, mais il faut pas qu'on fatigue la table, parce que ça, par contre, ça serait irrémédiable, des choses comme ça. Donc, le luthier, il doit faire du tuning sur une Formule 1 pour que la performance artistique vis-à-vis du public soit la plus... le public vient pour le partage de l'excellence. Donc, c'est l'artiste, et l'artiste, il veut le meilleur instrument possible pour mettre cette excellence sur l'estrade. Et le luthier, lui, il veut aussi préserver un patrimoine historique. Voilà. Donc... C'est toujours une histoire de discussion entre... voilà, d'entente et... Parce que ça s'entretient à vie, en fait, un violon. On pourrait faire perdurer au travers des années et des années un violon qui date comme ça. Rien n'est éternel. Je pense que l'humanité est provisoire et qu'un jour, probablement, la planète le sera. Ensuite, le but, c'est de faire durer ces instruments le plus longtemps possible, parce qu'ils ont fait plaisir à l'humanité et qu'il faudrait que ça continue autant que possible. Il y a des instruments qui sont joués quotidiennement, qui ont 350 ans, et qui sont encore des instruments absolument merveilleux. Donc j'aime à croire qu'on va pouvoir les faire durer autant que ce que durera l'humanité. Ensuite, je peux pas dire. Ok. Si on parle un petit peu d'aujourd'hui, de là où vous en êtes, vous êtes depuis pas mal d'années maintenant dans l'enseignement. J'ai vu que vous aviez enseigné notamment à Toulouse. Et puis donc, ici, aujourd'hui, à Figeac aussi, vous enseignez pas mal, notamment à ma petite sœur, vous avez appris le violon. C'est comme ça qu'on se connaît d'ailleurs. Et puis, pas mal de concerts, des festivals, etc. Donc voilà, pas mal de choses. Est-ce que déjà, vous pourriez dépeindre en quelques mots à aujourd'hui votre situation et ce que vous faites chaque année avec les festivals? Ma situation, grosso modo, c'est 3 activités. Le fait de jouer des concerts, c'est ça qui me fait vivre. D'accord. Le fait de donner des cours, c'est une dimension humaine que je trouve intéressante parce que on a l'impression qu'on fait quelque chose d'utile. On parlait à l'instant de votre petite sœur. Je pense qu'elle est un être différent parce qu'elle a fait 10 ans de violon. Elle a eu accès à une culture, à un monde de la réflexion de la pensée humaine, des émotions, de la mise en son des émotions, toutes sortes de choses, du travail, de la notion d'assiduité, de maîtrise, de compréhension de la difficulté, d'analyse de la difficulté pour la surmonter. Tout ça, ça l'a sans doute fait grandir dans son approche des problèmes mathématiques, toutes sortes de choses. Et ça, avec des enfants figeacois, je crois que on a la sensation de faire quelque chose d'utile, quelque chose d'humain. Et puis, ça contribue au fait d'avoir rencontré des gens formidables autour de Figeac et à Figeac. Donc, pour l'aventure humaine, c'est chouette. Okay. Et la 3e activité, c'est organisateur de festival. Je me suis complètement improvisé organisateur de festival. L'association Rencontre musicale de Figeac existait avant que j'arrive, mais pas du tout sur un festival. D'accord. Et c'est moi qui ai eu l'idée de faire ce festival. Et puis, il a prospéré et maintenant, il marche super. Ça prend énormément de temps et c'est la 3e activité. Ça fait combien d'années à peu près que ça existe, ce festival? Je suis en train de travailler à la 28e programmation. Ah oui, d'accord. Je passais pas autant, D'accord. J'ai commencé, j'avais 3 ans. Et puis, donc, c'est passionnant, c'est très très difficile, mais là aussi, on a la sensation de faire quelque chose d'utile, parce que tous les gens qui y participent adorent ça, tous les retours qu'on en a... Je ne dirais pas que je change la vie des gens, évidemment, j'ai pas cette prétention, mais par moments, je l'embellis pour pas mal de gens, et ça, je trouve que ça, si ça donne un soupçon de réalité ou à mon existence, j'aurais pas fait ça pour rien.
Ouais. Il y a des gens pour qui la musique c'est vraiment prépondérant, quand bien même, enfin je parle de gens non initiés, dont ça a changé vraiment la vie et qui sont à aujourd'hui, qui vous suivent énormément. Alors, qui me suivent énormément, tant mieux, c'est des gens très gentils, super. Ça, c'est, voilà, ils vont faire des centaines de kilomètres pour venir à un de mes concerts. Je leur sais une reconnaissance infinie. Ensuite, sur la musique dans la société, depuis la nuit des temps, il n'y a pas de société sans musique. Ouais. Toutes les sociétés ont une musique. Il se trouve que la musique est une dimension de la culture, et que selon les cultures, il y a des musiques différentes. À l'heure actuelle, dans notre culture, il y a une divergence entre la musique qu'on appelle classique, qui est 400 ans de culture d'une dizaine de pays, et les musiques qu'on appelle actuelles. Et il y a eu une divergence, ce qui est quelque chose au niveau sociologique tout à fait curieux. La musique classique, pendant des siècles, a été la culture musicale du quotidien de tous nos pays d'Europe, hein, grosso modo, pour faire simple. Et à l'heure actuelle, elle l'est toujours, mais elle est un petit peu à part par rapport à des musiques actuelles. Mais entre nous soit dit, si on demande à quelqu'un de définir qu'est-ce que c'est que la musique actuelle, eh ben, il va transpirer, le gars, parce que je peux vous dire que quand je joue une partita de Bach tout seul, devant 200 personnes, si je me gourre et que je mets un doigt à côté, ça devient de la musique très 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 actuelle pour moi. Il n'y a pas plus actuel que ça. Ouais. Ça évolue, la musique dite classique, est-ce qu'elle évolue avec son temps? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des... Voilà, parce que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce type de musique, on dit musique classique, bon, je pense que tout le monde comprendra. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des mises à jour, j'allais dire, de ce genre de musique où on est vraiment attaché au fait de rester sur ce qui a été créé auparavant? Nouilles. Entre deux. Le texte qu'a laissé un compositeur qui est mort il y a 200 ans, il n'a pas changé par rapport à il y a 50 ans. Le texte ne change pas. Ensuite, l'interprétation, elle est bien sûr teintée par la culture de celui qui interprète et de celui qui écoute l'interprétation. Et à partir de là, bien sûr, les musiciens cherchent à interpréter la musique en fonction de ce qu'ils pensent que voulait dire le compositeur. Mais le truc, c'est que la façon dont ils vont élucider ce qu'ils pensent que voulait dire le compositeur va évoluer selon leur culture. Et donc, on interprétait par exemple la musique baroque il y a 50 ans d'une façon énormément différente de ce qu'on joue maintenant. C'est les mêmes pièces, c'est le même texte, mais les gens jouent complètement différemment. Et probablement dans 50 ans, on jouera très différemment aussi. Donc oui, ça évolue de façon tout à fait constante. Et parce que l'interprétation est un féodé à la mode, comme les chaussures, comme les voitures. Ça évolue, d'accord. Ça évolue tout le temps. Avant de passer, j'aime bien des fois en fin d'interview faire des questions un peu dans tous les sens, des questions un peu annexes, mais juste avant pour en conclure un petit peu sur vous, votre histoire et votre parcours, et en revenir sur cette histoire du festival de musique de Figeac. En quoi est-ce que ça consiste précisément? Parce que peut-être je trouve qu'on n'est pas allé dans le détail là-dedans. À quelle période ça se joue? En quoi ça consiste? Voilà. Est-ce que vous pouvez juste expliquer très rapidement du coup de quoi il en ressort? Alors, c'est tous les étés, au mois d'août, du 6 au 20 août. D'accord. Il y a concert tous les soirs, pas seulement à Figeac, autour de Figeac, dans toutes sortes de villages, des églises, des châteaux, château de Saint-Do, château de Béduet, église de Cajarc, église de Bagnac, voilà. Les concerts tous les soirs à 21h. Pour accueillir le public, c'est super sympa. C'est fait par un musicien, pensé par un musicien pour des gens qui aiment la musique, ou pour des gens qui ont envie d'agrémenter leurs vacances de quelques soirées musicales qui permettent souvent de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public. D'accord. Château de Béduet, par exemple. C'est la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a de la pratique musicale toute la journée, pendant 15 jours. Il y a des stages, de la formation. Il y a un chœur, c'est principalement des adultes amateurs, qui bossent 6 heures par jour pour préparer des grands concerts avec orchestre et chœur. Donc l'été qui vient, ça sera la grande messe en ut mineur de Mozart. Il y a des jeunes qui sont en licence ou master dans divers instituts européens qui viennent se former en masterclass sur leur répertoire et former un orchestre de festival qui va accompagner le chœur pour les grands concerts.
Et puis, il y a des enfants du pays ou des musiciens amateurs du coin qui viennent aussi pour participer à ça. C'est un peu une ruche musicale où il y a des parcours faits un petit peu sur mesure pour que chacun puisse s'exprimer artistiquement, trouver une formation qui va l'aider dans son bonheur dans la pratique musicale, et puis les rendez-vous tous les soirs avec le public sont hyper sympas. Je vous propose qu'on passe aux questions en vrac. En général, je termine toujours par quelques petites questions un petit peu annexes. Pour ma première question, on va essayer de se projeter. Imaginons que demain, vous ayez une proposition de collaboration avec un style qui est complètement différent du vôtre, de la musique actuelle comme on évoquait, typiquement, je sais pas moi, un Jul, un Maître Gims ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait envisageable de faire des collaborations comme ça, ou est-ce que vraiment le rapport est poreux entre les deux styles, ou est-ce que pas du tout, c'est quelque chose qui serait trop compliqué? Ça serait intéressant. Je suis complètement incompétent dans ce domaine-là, mais oui, pourquoi pas, je l'ai déjà fait, ça m'est arrivé de le faire, de jouer du violon amplifié sous chapiteau, voilà. Le constat est tout de même, il faut être lucide, il y a une porosité faible, c'est relativement peu. Je ne sais pas pourquoi, c'est au public qu'il faudrait demander ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'organise ceux qui me passionnent et ceux à quoi je suis compétent. Peut-être c'est simplement pour ça aussi que d'autres organisent des musiques actuelles sans musique classique. Je sais pas, mais des fois où j'ai joué du Bach ou du Beethoven dans un festival rock, les gens étaient au début, il y avait une stupeur, j'étais clairement le marginal là-dedans, et à la fin ils ont adoré, quoi. Ouais. Il y en a un qui me prend comme ça avec sa bière et qui me dit « Oh là, Beethoven est trop cool, avec ça il y a même plus besoin de shit ». Ah ouais. Donc ça les a transportés, quoi. Ouais. Ok. Sympa. Trop cool. Est-ce que vous diriez que la musique dite classique est quelque chose d'accessible et d'universel, ou est-ce que c'est vraiment réservé à des initiés? Ah non, c'est tout à fait universel. On peut jouer cette musique avec bonheur et l'écouter avec bonheur dans toutes les cultures. Et le festival ici, il a été créé pour les Figeacois et pour les gens qui habitent le coin. Alors c'est marrant parce qu'avec les années, il y a un public qui vient pour le festival, et il y a des gens même qui font 3-4 festivals dans l'été et qui viennent là, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de public de gens qui habitent sur place et qui ne vont aux concerts classiques qu'aux rencontres musicales de Figeac. Alors tous les concerts sont présentés, je raconte des histoires, des trucs subjectifs, voilà. Mais il y a plein de gens qui viennent aux concerts classiques qu'à Figeac. D'accord. Et c'est à eux qu'il faudrait demander, mais qui le reste de l'année n'écoutent pas de musique classique, juste là, voilà. Et c'est hyper sympa. C'est à eux qu'il faudrait demander si c'est vraiment des paysans, mais en tout cas pour eux c'est pas incompatible. Non, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette image toujours, heureusement, malheureusement, qui est très certainement galvaudée, mais que la musique dite classique est réservée à une élite, est réservée à des personnes, voilà, quelque chose d'un peu pincé, j'allais dire, alors que pas du tout, en fait. Dans ce genre de festival, on rencontre de tout et de tout le monde, en fait. Ben oui, c'est une étiquette qu'on nous a collée, de ringardise un peu, le côté de naphtaline, voilà. La ringardise, c'est une échelle, on est toujours le ringard de quelqu'un. Bien sûr. Et c'est comme la richesse ou la pauvreté ou la connerie, on est toujours... Bon. Ensuite... c'est dans la tête des gens, est-ce que je suis plus ringard que d'autres ou moins que certains, voilà. Ensuite, la musique classique, c'est ce que je fais. Ensuite, ce que je suis, c'est autre chose. Il y a des fois des gens qui trouvent qu'il y a un peu de décalage quand ils me voient raconter des histoires et des conneries. Voilà, mais on est toujours le ringard de quelqu'un, c'est pas grave. Et puis, ceux qui croient que la musique classique est destinée à une élite, et qu'ils n'ont pas envie de faire partie de cette élite, ça les regarde, je respecte ça aussi. Voilà, maintenant ceux qui viennent et qui disent « Oh, j'en reviens pas, c'était trop super !» Je suis content qu'ils disent « C'était trop super », mais ce qui m'interpelle, c'est qu'ils disent « J'en reviens pas », c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que ce soit chiant. Bon. Non, mais c'est que j'ai l'impression que ce type d'initiative particulièrement, surtout, c'est une ambiance bien particulière, en plus c'est l'été, etc. Et ça ouvre en fait à pas mal de choses, comme vous dites, typiquement des initiatives comme le best-of ou autre, ça rend beaucoup plus accessible et ça donne une autre image, j'allais dire, en fait, de ce que peut être la musique classique. La présentation des œuvres,
Si on joue une sonate et que je raconte, bah voilà, en fait, Mozart a écrit cette sonate dans laquelle il y a de l'amertume, un peu de la hargne, parce qu'en fait, il avait espéré se marier avec une jeune fille qui finalement lui a préféré quelqu'un d'autre, et il était il a écrit ça pour ça. C'est évident que le public écoute la sonate d'une façon un peu différente. Ouais. De toute façon, l'art de façon générale, si vous n'avez pas tout le contexte et toute l'histoire derrière, c'est beaucoup plus compliqué de percevoir en fait quoi c'est exceptionnel, quoi. Voilà. Je comprends. Je comprends. Olivier Ponce, je termine avec ma dernière question, qui est un peu la question de tradition à chaque fois que je pose à mes invités. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de positif à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon? Une belle vie avec des interactions humaines enrichissantes. Très simple, mais à la fois très fort. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci les amis d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu une fois de plus. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Anto. Ciao, ciao.